Bonjour, merci beaucoup d'être présent. Allez, on a encore quelques personnes qui arrivent. On a eu un gros programme qui a été chamboulé par le merveilleux temps. Et 15 jours de soleil, un jour de pluie est tombé sur nous. C'est comme ça, c'est la vie. Je remercie Avas d'être avec nous aujourd'hui pour une étude sur le B2B. Je vais te laisser peut-être présenter tout ça. Ça sera... Voilà, tu es sur scène. Merci beaucoup. Je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, merci d'être là. C'est toujours intéressant de savoir qui prend la parole, hein, parce qu'on se dit, bon d'accord, vous vous doutez bien que si quelqu'un vous dit c'est la meilleure voiture du marché, si c'est votre sœur, votre belle-mère, votre voisin, votre cousin, un concessionnaire, ça n'a pas la même valeur, hein. Peut-être que vous serez plus amené à croire ou à moins croire ce que dit cette personne. Donc c'est pour ça que je vais vous dire que moi je m'occupe de stratégie chez Avas, donc dans la publicité, et qu'avant j'étais aussi dans la publicité, mais dans côté créa, là c'est côté média, et avant j'étais client. Donc voilà, donc quand je prends la parole, je fais un résumé de tout ça. Ça donne plus ou moins de poids à ce que je raconte, après vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas par rapport à l'histoire de la voiture, de votre belle-mère, c'est histoire de clarifier un peu les choses. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Puisque le thème est B2B, puisqu'on est au B2B Summit, on va parler du B2B pour les marques, et notamment d'une étude qu'on a faite qui s'appelle Meaningful Brand B2B. C'est la première fois qu'on la faisait pour les marques du B2B et le secteur du B2B. Avant, on la faisait pour le B2C depuis 15 ans. Donc c'est une étude que vous avez peut-être croisée par ailleurs, puisqu'on l'a fait souvent. C'est vrai que quand on parle, vous êtes soit pro, soit entrepreneur, soit B2B, soit vous vendez, soit vous achetez, en tout cas, a priori, si vous êtes là, c'est que vous êtes au taquet sur le sujet. C'est vrai que quand on parle des pros, en général en communication, en publicité, il y a un truc de base, hein, les pros, ils sont toujours occupés, très occupés, tout le temps, le matin, le midi, le soir. Donc vous avez plein de pubs qui les montrent très, très, très occupés. Donc ça, c'est un peu impulsif. C'est pas faux, hein, mais c'est pas non plus très intéressant. On montre aussi en pub, hein, très souvent que les pros ne peuvent pas tout faire tout seuls. Voilà, c'était un peu le mythe de l'entrepreneur solitaire. Là, il y a cette pub que vous connaissez peut-être, là, de Yonos. Vous voyez le type qui fait tout seul, à la fin il devient fou. Donc à ça, il y a aussi quelque chose qu'on néglige parfois sur les pros, en tout cas ceux qui entreprennent, ceux qui se lancent dans des projets, c'est que ce n'est pas forcément un choix. Donc là, je vous ai mis un tweet de notre président. Quand on vient des quartiers, c'est souvent plus facile de trouver des clients qu'un patron. Donc ça veut dire aussi que potentiellement, quand vous vous adressez à des gens qui ont monté leur boîte, potentiellement, ce n'est pas forcément le premier choix qu'ils ont fait, mais ils l'ont fait parfois par défaut, puisque compte tenu de ce qui est écrit là, hein, c'était la seule possibilité pour exercer ma profession, 13% des gens. Quand on monte sa boîte aussi, il faut savoir que ce sont des gens, effectivement, comme je disais à l'instant, seuls, et qui n'ont pas toujours, au sein de leur famille ou de leurs proches, les meilleurs alliés, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà monté votre boîte, mais soit on vous dit j'y crois pas, et là c'est bizarre, soit on vous dit j'y crois à fond, et là c'est bizarre aussi. Enfin, c'est toujours bizarre, quoi. On ne sait jamais trop si les gens autour de soi ont envie que vous réussissiez ou pas. L'amour ne suffit pas, sauf dans les startups, le love money, c'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Et ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que quand vous vous adressez à quelqu'un et que vous prenez la parole et que ce quelqu'un était dans le B2B, ben, la plupart du temps, avant, il était potentiellement salarié d'une boîte. Donc ça veut dire qu'il a connu peut-être la même chose que vous, ou pas, si vous êtes dans un grand salarié d'une boîte. Puisque là, c'était un sondage en 2021, 40% des nouveaux chefs d'entreprise quittent un emploi salarié. Donc, quand on fait le tour là, de la façon dont les marques s'adressent, la communication, on voit tout un tas de choses plus ou moins intéressantes, plus ou moins surprenantes. Donc c'est pour ça que nous on s'est dit, bon, essayons de faire une étude un peu carrée, un peu sérieuse sur c'est quoi les attentes des cibles B2B. Et commençons déjà par définir c'est quoi une cible B2B. Alors là, c'est une vision un peu chiffrée, hein. Donc vous voyez, tout ça, ça vient de l'INSEE, c'est très sérieux, hein. Il y a 4 couleurs parce qu'il y a 4 cadrans. Les micro-entreprises, moins de 10. Les PME hors micro-entreprises, moins de 250. Après, on est à 250 à 5000 et ainsi de suite après. Donc vous voyez que en nombre, hein, les plus importantes, c'est les bleus foncés, donc ça c'est les petites. Par contre, si on voit en termes de valeur ajoutée ou de salariés, on voit que ça s'équilibre un petit peu. Bon, en soi, ce n'est pas forcément passionnant, mais ça veut dire que quand on a travaillé notre méthodologie, on a interrogé des gens dans chacune des cases. On ne peut pas se permettre de dire qu'on va interroger que des auto-entrepreneurs ou que des acheteurs de grosses boîtes. Donc,
la question qu'on s'est posée, c'est de quoi les pros ont-ils réellement besoin? Et surtout, qu'est-ce qu'ils attendent des marques ou qu'est-ce qu'ils attendent des grandes marques ou des moyennes marques? Et pour ce faire, on a mis en place notre étude Meaningful Brand. Donc là, je sais, c'est un pavé qu'on se prend dans la figure, mais c'est un pavé de méthodologie. Hein. Donc c'est sérieux. Ça dit quoi? Ça dit qu'on a fait un terrain sur 1000 personnes, donc ça va, répartis, comme je vous le disais à l'instant, entre les différents plus ou moins 10 et salariés, ainsi de suite, et qu'on leur a posé des questions sur 3 types de bénéfices. Vous voyez les roses, les bleus et les verts. Ça, c'est fondamentalement notre méthode qu'on utilise en B2C depuis 15 ans. Depuis 15 ans, après avoir amélioré le système, on se rend compte que le rapport qu'on peut avoir à une marque est de trois ordres. Soit elle répond à des bénéfices fonctionnels, et donc là, concrètement, c'est quoi ton offre, ton SAV, ton prix, ton accessibilité, donc quelque chose de sérieux, de carré, d'objectivable. Soit et où elle répond à des bénéfices personnels, donc me fait gagner du temps, me fait faire des économies, me fait gagner de l'argent, me donne des idées, me détend et me libère l'esprit, me permet de m'organiser, me fait sentir privilégié, donc des trucs très perso. Hein. Et donc là, on s'adresse souvent à la cible perso en B2B. Et également les bénéfices collectifs, le troisième paquet, qui est, c'est une entreprise qui est éthique, ou une marque qui est responsable vis-à-vis des sujets environnementaux, ou c'est une marque ou une entreprise qui contribue au développement du local, développement de l'industrie en France, qui respecte les normes sociales, sociétales, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous voyez, fonctionnel, qu'est-ce que ça fait? Personnel, qu'est-ce que ça m'apporte? Et collectif, qu'est-ce que ça fait à la société? Et donc ça veut dire qu'à chaque fois, quand on va évaluer les marques, c'est surtout ces critères. Ce qui donne quand même un panel très très large, parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir beaucoup d'images de marque ou d'études d'images de marque. C'est assez rare qu'il y ait en même temps le rapport qualité-prix, me fait gagner du temps et est respectueux de l'environnement. En général, c'est des études séparées. Donc ça donne un truc un peu violent, parce que forcément, on met des choses, on mélange des choux et des carottes, mais on voit ce que ça donne et c'est pas mal. Donc ce qui est de cette couleur-là, vous voyez, bénéfice fonctionnel, hein, comme je vous le mettais de manière un peu plus visuelle, collectif, bénéficier à l'économie, est un bon employeur, est éthique, les conditions de vie aussi, hein. L'environnement, la justice sociale, les bénéfices personnels, vous voyez, me permettent de m'organiser, de faire des économies, c'est ce que je vous disais à l'instant. Donc c'est 3 rouge, vert et bleu, enfin rouge ou rose, hein. C'est ce qui structure notre réflexion et vous allez le voir plusieurs fois pendant la présentation. Le corpus de marque, on a posé toutes les questions que je vous montrais là, les 30 ou 40 questions, à tout un tas de gens dont je vous ai parlé, sur tous ces sujets-là. Donc, il y a une 50aine de marques et 10 secteurs. Donc, on va voir des résultats par secteur. On ne va pas voir des résultats par marque parce qu'on n'a pas le temps, mais on va surtout voir des résultats par secteur, les uns comparés aux autres. Et c'est ce qui nous permet de comprendre. Alors, petit préambule, comme on posait des questions à des gens B2B, donc des gens qui sont susceptibles d'acheter des prestations de services dans leur entreprise, soit parce qu'ils sont eux-mêmes entrepreneurs, soit parce qu'ils sont dans une grosse boîte. Et on leur dit, bon, OK, dans toute cette liste-là, vous faites appel à quoi, en général? Donc, 9 professionnels sur 10 font appel à des prestataires de services à l'extérieur. Ça veut dire qu'on ne fait pas tout seul dans les boîtes, même dans les grosses boîtes. On fait appel à des gens à l'extérieur. Donc, 12% des gens font appel à de l'immobilier. Bon, ça, on peut imaginer, c'est quand ils déménagent, mais tout le reste, voilà. Et le plus élevé, c'est gestion financière, services digitaux. Toutes ces choses-là, on se dit, bon, c'est à peu près logique. Hein. Et on voit quand même apparaître en bas, optimisation écologique, optimisation énergétique. Donc, je ne sais pas si vous avez prévu de développer des business là-dessus, mais ça peut être intéressant parce que finalement, c'est 13-14% de tous les clients à qui on s'adresse. Donc là, ça donne quelque chose d'intéressant. Après, on leur a posé une deuxième question, on dit, OK, vous faites appel à ces services, mais en vrai, est-ce que vous trouvez chaussures à votre pied? Est-ce que vous trouvez des prestataires qui vous conviennent, qui répondent à vos besoins? Et là, on voit que ça s'échelonne aussi, hein, pas énormément, mais ce qui est le plus compliqué, c'est de trouver des services digitaux, des gens qui font de l'IT. C'est ça qui est plus compliqué. Alors peut-être parce qu'on n'est pas capable forcément d'évaluer ce qu'ils nous proposent, alors que l'immobilier, on voit bien hein, ce qu'ils nous proposent, on voit bien quel prix, mais peut-être que c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ce qui est le plus dur, c'est de trouver des services digitaux, de l'aide au recrutement, et vous voyez de l'optimisation écologique. Hein. Donc ça aussi, c'est une piste intéressante. Après, je ne vous ai pas mis tous les slides de la presse, mais
selon les tailles de boîte, vous voyez qu'on fait appel à différents services, sauf les services digitaux qui sont à chaque fois, quelle que soit la taille, parmi les premiers, soit deuxième. Et on voit que progressivement, ça évolue vers de l'aide au recrutement ou d'innovation sur les grosses boîtes. Donc ça, c'est les attentes, parce que bon, comme on les avait sous la main, on leur a posé la question. Maintenant, voyons les résultats de l'étude. Vous vous souvenez, hein, je vous parlais de tout un tas, je reviens en arrière, comme ça, paf, que vous l'ayez bien en tête. Voilà, donc c'est bien de ces services-là dont on parle, ce paquet-là. Finance, assurance, on ne va pas faire un quiz, hein, mais logistique, services publics, et ainsi de suite. C'est ces ensembles de services dont on parle. Et tous ces services ont été évalués sur tous les bénéfices et ont eu chacun une note, et chaque marque a eu une note, et c'est la moyenne de toutes ces notes, de toutes les marques dans chacun de ces services qui nous donne ce classement suivant. C'est un indice, Meaningful Brand Index, bon, ce n'est pas le nom qui est très intéressant, mais c'est le chiffre qui est en dessous. Vous voyez, IT 50 jusqu'à banque 33. Donc en général, les banques, elles sont déprimées parce qu'elles disent on ne nous aime pas. Malheureusement, ça existe dans beaucoup d'études, hein, on n'aime pas les banques, enfin moins que les autres, on va dire, parce que ce n'est pas qu'on n'aime pas. Mais donc, vous voyez, c'est le chiffre qui montre l'importance et, entre guillemets, la meaningfulness de ce secteur pour des cibles B2B. Donc, ça mélange tous les indicateurs que je vous ai donnés, bénéfices fonctionnels, personnels et collectifs. Donc, vous voyez, hein, 50, 48 et 45, le gros paquet de vent, c'est vraiment les services qui répondent le mieux aux attentes des gens en B2B, l'IT, le software et la logistique. Vous allez me dire, c'est bizarre, juste avant, on voyait que les gens ne trouvaient pas trop en IT, en software. Oui, parce que ça évolue en permanence, les besoins évoluent en permanence. Et on voit derrière, à 39, d'autres catégories qu'on retrouve à ressources humaines, télécommunications, et finalement, effectivement, banque, assurance. Bon, en quoi c'est intéressant? Ça, déjà, ça nous montre vraiment l'étendue des préférences. Ce qu'on a fait après comme exercice, puisque je vous disais, on fait cette étude depuis quinzaine d'années, et on voit les mêmes chiffres sur les mêmes résultats, mais concernant les B2C. Vous voyez, c'est le petit chiffre en bas. La catégorie préférée des Français, c'est le retail, avec un indice de 67 points. C'est nettement au-dessus de la catégorie préférée du B2B, 17 points. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les consommateurs, soit ils sont plus indulgents, soit ils sont plus sympas, soit les B2B sont plus exigeants, mais en tout cas, c'est beaucoup plus difficile de se faire apprécier et d'être meaningful quand on s'adresse au B2B. Et puis aussi, on a des catégories qui sont pareilles. Vous voyez, télécommunications, par exemple, dans les deux cas, on a du Orange, du SFR, que ce soit pour le B2C ou que ce soit pour le B2B. Et c'est intéressant de voir qu'il y a 20 points d'écart également. C'est-à-dire que les gens, en tant qu'individus, aiment bien Orange, aiment bien SFR, aiment bien Bouygues, mais dès qu'on leur pose la question en tant que pro, ils font « Ah non, moyen ». C'est étrange, mais c'est important à l'avoir en tête quand on est une grande marque, parce que ça veut dire qu'on doit un peu adapter son propos et pas considérer que c'est complètement acquis parce qu'on a des super scores en tant que Orange. Et donc les banques, oui, ça ne change pas grand-chose, on est toujours sur le même. Les banques sont déjà aussi derniers dans le B2C. Et quand on essaie de voir aussi, vous voyez, sur chacun des secteurs, hein, mobilité, telco, énergie, tout ça, est-ce que ça change en fonction de la taille de la boîte? On voit que les moins de 10 sont en rose et ils sont quand même toujours en dessous des plus de 10. Donc ça veut dire que quand vous proposez, vous êtes une marque, vous adressez au B2B, soit vous partez du principe que les moins de 10 salariés vont un peu moins vous apprécier spontanément, ou en tout cas ils seront plus exigeants ou plus difficiles, et vous essayez de le corriger, soit vous abandonnez l'affaire, mais en tout cas il y a ça à avoir en tête. Vous voyez, plus de 10 salariés, on est plus facilement met des bonnes notes. Et le pire, c'est les banques. Alors, j'en veux pas personnellement aux banques, hein, mais en tout cas, le fait est que vous voyez le moins là sur les banques, les moins de 10 salariés, ils ont vraiment un rapport difficile avec la banque. Donc, quand vous êtes une banque et que vous vous adressez à des petites boîtes, il faut l'avoir en tête parce que vous partez de loin. Il y a aussi, on peut faire des tris dans l'étude sur l'âge, plus ou moins de 45 ans. Et là, il y a des vraies différences. Encore une fois, les moins de 45 sont en violet, les plus de 45 sont en rose. Donc, vous voyez par exemple que les marques d'IT, de mobilité, ou même les banques sont mieux notées par les moins de 45. Et à l'inverse, les services publics et la logistique, mieux par les plus de 45. Donc tout ça, ça permet d'avoir tout un tas d'indicateurs et de comprendre le rapport des cibles B2B avec les grands secteurs. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir quelles sont les marques
qui fonctionne le mieux. Ça, c'est le top 20. Donc, comme il y a 47 marques, le top 20, ça fait déjà beaucoup, hein. Si on veut, on peut se limiter au top 10, mais ça, c'est le top 20. Et donc, on voit forcément la marque la plus meaningful pour le B2B, c'est Microsoft. La deuxième, c'est Google. Et là, on se dit, bah oui, évidemment, ils sont très forts. Et la troisième, c'est Mondial Relay. Il dit, what? Et là, on dit, what? Mais c'est ça qui est bien. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé d'être une grande multinationale internationale avec plein d'argent pour être une des marques préférées du B2B. Ça veut dire qu'il y a plusieurs façons d'y arriver. Mondial Relay, en l'occurrence, il y arrive très bien. Et puis, je vous disais, les telcos n'ont pas forcément un gros indice, mais il y a quand même Orange. Hein, les banques n'ont pas forcément un gros indice, mais il y a quand même Crédit Agricole. Les assurances n'ont pas, mais il y a quand même AXA. Donc, il y a une prime à la grande marque dans les secteurs qui sont un peu moins appréciés. Prime à la grande marque et au-delà des marques digitales. Donc ça, c'est une autre façon de présenter. Alors là, il y a toutes les marques. Donc, vous voyez, c'est illisible, mais ce n'est pas très grave. En bas, c'est le Meaningful Brand Index. Donc, c'est comme au bac, hein. Vous voyez la moyenne que vous avez au bac. Ça tient compte des notes que vous avez pondérées, des différences selon votre filière. Bah là, c'est pareil. Hein. On fait les notes des différentes marques sur bénéfices fonctionnels, bénéfices personnels, bénéfices collectifs. Et ça donne cette note que vous voyez en bas. Et l'autre question qui est en verticale, c'est une question beaucoup plus simple. Là, ce n'est pas du tout une moyenne. Hein. C'est l'attachement. C'est-à-dire, on pose la question aux gens, si cette marque disparaissait, est-ce que ça vous poserait un problème existentiel lourd? Et c'est terrible, hein, parce que donc vous voyez en bas, hein, vous avez quand même du 10%. Hein. C'est-à-dire que si BNP Paribas, j'espère qu'il n'y a pas de BNP Paribas ici, si BNP Paribas disparaissait, 20% des gens seraient en bad. C'est tout. C'est déjà pas mal, hein, mais que 20. Là, si on monte sur Colissimo, EDF, Microsoft, on est à 60%. Donc ça montre aussi l'attachement qu'on peut avoir. Alors c'est assez simple, vous voyez, tout ce qui est dans l'entouré, ça reste quand même du service public qui est un peu le monopole. Donc c'est sûr que si la SNCF disparaissait, on se dit mince, il n'y a plus de train, quoi. C'est pas aussi simple que ça, mais quand même, La Poste, Air France, Colissimo, il n'empêche que vous voyez, ne serait-ce que visuellement, Microsoft, Google, c'est ceux, s'ils disparaissaient, on serait triste, et en plus ils sont hyper meaningful, vraiment, ils sont formidables. Quand on descend, je ne l'ai pas mis là, mais quand on descend sur les plus petites boîtes, c'est Google qui est préféré. Sur les plus grosses boîtes, c'est Microsoft, mais ça ne change pas grand-chose en fait. Ce qui est intéressant, c'est si vous êtes par exemple une boîte, vous vous lancez et vous vous dites « Ok, très bien, moi je veux savoir quelles sont les attentes des cibles B2B. » Au-delà même de la question des telcos, des voitures, des assurances, de quoi que ce soit. Et ça, c'est un élément de réponse. Le poids qu'il y a dans la brand equity. La brand equity, c'est la valeur d'une marque. Donc, on a calculé, dans cette étude, justement, c'est notre petit ranking. Là, vous voyez, les 65, 62, 65, et ainsi de suite. Hein, c'est les notes qu'ont les marques. Et donc, on mesure le poids relatif de chacune de ces catégories. Et on voit que dans une marque, telle que les 47 ont été évaluées, 46% de la note vient du fonctionnel. C'est comme si on vous disait 46% vient des maths au bac, quoi, à peu près. 29 du personnel et 25 du collectif. Et ça, alors après vous découvrez les chiffres, donc peut-être que vous dites waouh, c'est haut, waouh, c'est bas, parce que parfois on peut s'attendre à des trucs et puis on n'a pas. En général, ce qu'on me dit quand je discute et que je fais des quiz, on me dit quoi? 25% de ma note dépend de mon image collective. Et ouais, c'est hyper surprenant, mais c'est quand même le cas. Est-ce que vous traitez bien vos employés? Est-ce que vous êtes respectueux des normes environnementales? Est-ce que vous êtes éthique? Est-ce que vous bénéficiez à l'économie locale? Est-ce que tous ces points-là pèsent pour 25% de votre image, de votre brand equity? En général, on ne s'en occupe pas trop. C'est dommage, c'est 25% quand même. Bon, personnel, on se doute évidemment à quoi ça me sert. Fonctionnel et tout. J'ai mis des chiffres, là, les petits chiffres que vous voyez peut-être à gauche, c'est pour les consommateurs. C'est pas très différent, mais c'est quand même un peu différent. Vous voyez, hein, le fonctionnel pèse beaucoup moins. Hein, il est à 39 plutôt qu'à 46. Et donc, pour les consommateurs, dans l'étude B2C, le personnel est à 33 et le collectif. Donc, on est davantage dans le B2B quand même sur quelque chose de fonctionnel. Qu'est-ce que ça fait vraiment ce que vous me vendez, monsieur? Et au-delà de qu'est-ce que ça me fait, quel type de notes je donne? Ça, c'est des notes qui vont de 1 à 7. Hein, donc, à chaque fois, vous imaginez les 35 questions qu'on a posées aux 1000 personnes, on leur a demandé de donner des notes sur les 47 marques. Les moyennes, c'est ça.
4,4 en fonctionnel, 3,9 en personnel, 4,2 en collectif. Donc globalement, ok, c'est bon, le plus important, c'est le mieux noté, ça va, on s'en sort bien. Le deuxième plus important est pas très bien noté, bof, c'est très très dur. Hein. Qu'est-ce que vous m'apportez vraiment à moi? Et le troisième est à 4,2. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'encore une fois, les moins de 10 salariés, ils sont raides, ils sont sans pitié, ils mettent des notes qui sont moins bonnes, ils ne sont pas contents. Donc ayez en tête quand vous vous adressez à des plus petites boîtes, qui partent du principe qu'ils ne sont pas contents, peut-être parce qu'ils sont délaissés, ce qui est forcément logique, hein, puisqu'il n'y a pas les mêmes forces de vente qui sont déployées. Et alors ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans chacun des piliers fonctionnels, personnels et collectifs, je vous ai dit, il y avait à chaque fois une douzaine de questions. Ce qui est important, c'est de comprendre quelles sont les plus importantes. Donc là, on fait tourner des stats pour savoir ce qui est le plus important. Et donc, ce qu'on retrouve, on retrouve beaucoup de choses qui sont en commun avec ce que donnent les gens quand il s'agit de B2C. Ce qui est le plus important, avant toute chose, hein, madame, monsieur, c'est des produits de qualité, des produits sûrs. Ok, ça va, on est tous d'accord. Qui facilite la vie, qui me permet de la tranquillité d'esprit, ce n'est pas très précis, mais on comprend. Qui sont transparents et qui sont éthiques, ça c'est exactement le même classement qu'en B2C. Donc quand on pose la question aux gens sur Orange en B2B ou Orange en B2C, c'est pareil. Crédit Agricole, pareil, Peugeot, pareil. Les mêmes attentes. En revanche, si vous les voyez en gras, c'est ce qui est différent et spécifique. Et vous avez la demande de respect tout au bout. Bah ouais, parce que moi, quand je suis en B2B, j'aimerais qu'on me traite avec plus de respect, qui me développe mon business, qui me fait gagner du temps et qui me donne des solutions durables et qui est également un bon employeur. Donc ça, c'est des différences qui sont importantes. Ces différences-là, on les retrouve aussi dans les moins de 10 salariés, les petites boîtes, où là, vous voyez avec des flèches, il y a plein de trucs sur l'argent, prix juste, économie d'argent, donc la dimension argent est encore plus importante dans les petites boîtes, par exemple. Donc vous voyez, ça c'est l'étude. Alors, je vous l'ai fait rapidement pour que vous voyez un peu. On essaie de comprendre qu'est-ce qu'attendent les B2B des marques, quel type de bénéfices, qu'est-ce qu'ils valorisent, qu'elles ne valorisent pas, qu'est-ce qu'ils évaluent bien, qu'est-ce qu'ils n'évaluent pas bien. Donc là, bon, je ne vais pas vous faire mondial relais parce qu'on n'a pas le temps, mais si ça vous intéresse, un jour, on pourra se rencontrer. On est capable, sur cette étude, de faire toute une série d'analyses sur en quoi vous êtes attendu sur tel et tel point, en quoi vous êtes performant ou pas sur tel et tel point, en quoi vos concurrents sont-ils meilleurs, moins bons, et ainsi de suite. Mais non, c'est pour ça qu'avant de se quitter, je voulais juste vous dire deux autres trucs qui sont également intéressants. C'est-à-dire que cette étude-là, Meaningful Brand B2B, nous permet très clairement de comprendre quelles sont les attentes des gens et leur regard sur les marques. Mais on essaie d'aller un petit peu plus loin en termes de communication, en termes de médias. Et c'est les deux dernières parties, encore une fois, que je vais passer assez rapidement. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle une analyse sémio. Donc on a pris les pubs de toutes ces marques, et on les a analysées au prisme des symboles, des signes, de tout ce qu'elle envoyait comme message sous-jacent, induit ou direct, pour essayer de comprendre dans ces prises de parole B2B quels étaient les territoires de communication explorés et exploités par les marques. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si vous avez une marque en B2B et que vous dites, tiens, si jamais un jour j'ai envie de prendre la parole et de m'exprimer, là, vous allez voir tout un tas de territoires. Alors, on va les voir rapidement, hein, mais vous allez voir tout un tas de territoires possibles de communication. Et quand on classe, on en retrouve 3, 7, on en a une quinzaine, c'est tous les univers, et ils sont classés selon un mapping qui, en fait, structure véritablement la façon dont les marques prennent la parole en B2B. Soit on s'adresse d'abord et davantage à l'individu, donc on essaie de s'adresser à la personne qui est B2B, soit on s'adresse à un collectif, c'est-à-dire la personne dans une boîte. Soit on essaye d'avoir une démarche ultra fonctionnelle, factuelle, voire même transactionnelle, chiffrée, voire beaucoup, ou plus émotionnelle. Vous voyez, c'est ça les axes du mapping. Et au sein de cet axe du mapping, on a tout un tas d'univers. Donc si vous le prenez par exemple en haut à gauche, le cadran qui s'appelle Me, Myself and I, donc on est véritablement dans une communication B2B où on s'adresse à l'individu. Hein, et on va aller chercher l'émotion. Donc vous avez toute une série de pubs où le client est star, ou le client est complètement un héros, il arrive plein d'aventures, ou le client est dans des mondes oniriques où il transporte dans des espaces de son imaginaire. Et si vous allez en bas, c'est un peu plus fonctionnel.
Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup sur l'humour aussi. Toute une série de prises de parole sur l'humour, sur l'anti-héros. Hein, on se moque un petit peu du client, un peu ambiance The Office, si vous connaissez la série. Où il y a tout un univers aussi où on joue, on prend le traité des jeux d'enfants, donc avec plein de visuels, des petits dessins comme les enfants, des voix d'enfants, pour dire que finalement, le B2B, c'est un jeu d'enfants. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le capitalisme harmonieux, c'est aussi toute une série de prises de parole où les marques se mettent en avant en disant soit qu'elles sont complètement zen et qu'elles apportent de l'harmonie, soit qu'elles offrent un monde nouveau, et autres, et ainsi de suite. Donc on est dans ce type de typologie de prise de parole, ce qui nous permet de dire, tiens, si moi je suis une marque, et si j'ai envie de prendre la parole, je peux commencer par explorer la douzaine de territoires pour voir lequel me convient le mieux à ce que j'ai à dire, à mon ADN, à ma cible, et ainsi de suite. Donc là, je vous ai masqué 25 slides. Hein, et dernier élément que je partage avec vous, c'est ce qui concerne les médias, avec des enseignements qu'on a tirés d'une collaboration avec LinkedIn, donc qui est assez pointu quand même sur la question du B2B, et leur B2B Institute. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont à contre-courant des pratiques, puisqu'en général, hein, ce qu'on dit, on oppose le branding et l'acquisition, ou le branding et la perf. Donc on dit, je vais mettre combien d'argent en branding, combien en perf, est-ce que je mets 50-50, 80-20, 60-40, et ainsi de suite. Là, les études qui ont été menées par le B2B Institute nous montrent que si vous mettez du branding avec de l'acquisition, ça fait x6. Bon, alors ça passe de 0,2 à 1,2, c'est pas fou, hein, mais vous qui connaissez les chiffres du B2B, 0,2 à 1,2, c'est énorme. Parce que derrière, c'est potentiellement beaucoup d'argent. Donc, un mythe dit le branding ne génère pas de ventes à court terme. Ce mythe est faux. Le branding contribue à générer des ventes à court terme. Un deuxième mythe aussi en B2B, c'est de se dire qu'il faut aller sur les prospects chauds parce que c'est eux qui vont véritablement transformer le business et qui véritablement vont vous passer des commandes. Or, quand on communique, il y a 95% des gens à qui on s'adresse, ils ne vont pas vous acheter quelque chose tout de suite. Hein. Ne serait-ce que parce que c'est un achat compliqué. Acheter en B2B n'est pas un achat que l'on fait très rapidement. Et puis, dernier point, le branding n'impacte que le nombre de ventes. Non, hein, le branding, il peut aussi faire les ventes à long terme, il peut travailler sur l'acquisition de talents, il peut travailler sur l'image prix, il peut travailler sur tout un tas de trucs. Donc pour finir, dans les enseignements du B2B Institute, il y a un premier truc qui est dit comment on exploite au maximum le pouvoir de l'émotion. Parce que derrière chaque B2B, il y a un petit cœur qui bat. Donc il ne faut pas s'adresser à eux comme à des gens qui sont basiquement chiffrés, tableau Excel et tout. Ce sont des gens qui ont envie de s'amuser, envie de rire, ont envie de comprendre des choses, ont envie d'apprendre des choses et d'être touchés. C'est aussi l'enseignement de dire que le branding, même en temps de crise, est important. On ne peut pas faire que de la perf, parce qu'on ne crée rien. Et enfin, j'avais dégagé les slides aussi sur l'hyper-targeting, mais c'est intéressant. Ne pas essayer de cibler trop précisément, parce qu'on n'a pas toujours les bonnes datas qui permettent de le faire. Même LinkedIn le dit, donc vous voyez, hein, comme quoi c'est sérieux. Mais essayons de brasser un peu large, ne serait-ce que parce que dans une entreprise, très souvent, il y a de plus en plus de parties prenantes dans les décisions d'achat qui ne sont pas forcément vos interlocuteurs. Et ouais, c'est-à-dire que quand on arrive à la cantoche et qu'il y a le gars des services généraux qui dit que c'est vraiment trop nul d'avoir fait appel à telle boîte, on a la honte. Et pourtant, il l'a dit, et pourtant, il n'était pas dans le process du choix. Et vraiment, c'est dommage. On aurait dû tenir compte de son avis, mais on ne peut pas tenir compte de son avis. En revanche, s'il avait vu sur LinkedIn une super pub pour vous ou pour le choix que vous avez fait, là, il aurait dit c'est super, bien joué, Robert. Donc, voilà. J'ai commencé il y a une demi-heure et on a une demi-heure. Donc, j'ai fini.